Rebonjour à tous. Heureusement, on vous l'a indiqué, je suis professeure. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, faisant une introduction, je vais répéter certains éléments qui ont déjà été énoncés. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être ici parmi vous, remercier les organisateurs pour leur invitation chaleureuse et me féliciter du thème de cette conférence sur l'indépendance, mais surtout du thème de cette table ronde qui concerne la déontologie, alors même que le Conseil supérieur de la magistrature marocain fête sa première année d'existence et que l'on sait que si les conseils supérieurs de la magistrature sont très différents, parfois d'un État à l'autre, ils ont toujours en commun d'être le gardien, le surveillant de la pure déontologie des magistrats. Et c'est peut-être ce qui permet de faire corps et ce qui donne un ADN commun à tous les CSM. Avant de commencer cette introduction, je voudrais quand même préciser 3 éléments au préalable qui ont été indiqués mais qui me semblent importants de rappeler, voire d'asséner tant ils sont essentiels. Le premier élément qui me semble important, c'est de le rappeler, mais comme l'a très bien dit ma collègue belge et présidente de cette table ronde, c'est le fait que l'indépendance n'est pas une garantie pour le magistrat uniquement. L'indépendance de la justice est là au service du justiciable et du citoyen. Il ne faut pas avoir de cesse de le répéter, c'est le citoyen qui est ici concerné. Le deuxième élément qui a été rappelé plusieurs fois dans de nombreuses interventions, c'est de souligner que l'indépendance ne doit pas seulement être conçue comme une indépendance au regard du pouvoir exécutif et législatif, mais que lorsque l'on parle d'indépendance, c'est également l'indépendance vis-à-vis de tout risque de corporatisme. Et je rappelle l'intérêt qu'il y a à avoir dans les conseils supérieurs de la magistrature des représentants de la société civile. Et je me félicite que le Conseil marocain ait eu cette initiative et ait eu même une initiative peu commune mais symboliquement importante, me semble-t-il, qui est de mettre comme membre de droit le président de l'INDH marocaine, ce qui est en termes de droits fondamentaux symboliquement extrêmement important. Troisième élément et non des moindres, c'est le fait de rappeler que l'indépendance est certes un droit fondamental, mais que l'indépendance est également un devoir. L'indépendance des magistrats, l'indépendance de la justice oblige chaque magistrat et elle l'oblige dans son comportement du quotidien, dans son éthique personnelle et dans son éthique professionnelle. Je parlerai plutôt d'éthique que de déontologie puisque, comme c'est un colloque international, je sais que dans certains pays, le terme déontologie traduit le terme discipline en France, donc je privilégierai le terme d'éthique à celui de déontologie. Cette éthique, comme on l'a indiqué, c'est l'art de créer de la confiance chez le citoyen. L'éthique permet d'assurer la légitimité de l'institution judiciaire et c'est en cela qu'elle fait corps. Elle se traduit de manière différente selon les États. On vous l'a dit, il peut y avoir ici ou là des codes de déontologie, des manuels, des recueils des obligations déontologiques des magistrats comme en France, mais derrière cette diversité apparente, il y a une unité évidente. Et cette unité évidente, elle est traduite dans les principes universels, les principes de Bangalore qui font corps et qui sont universellement admis, bien que traduits de manière différente, bien que contextualisés dans le cadre d'un État déterminé. Alors pour traiter de ce sujet, très rapidement, le thème de la table ronde, c'est finalement de s'interroger sur le lien entre l'approche légale et l'approche éthique. Je serai très rapide simplement en soulignant que l'approche légale est insuffisante. Et je commencerai par vous dire l'insuffisance de l'approche légale pour asséner le fait qu'il y a une exigence de l'approche éthique. Commençons par l'insuffisance de l'approche légale. L'approche légale est nécessairement insuffisante pour au moins 2 raisons. La première tient à une question de temps, la deuxième tient à une question d'intensité. S'agissant de la question de temps, la déontologie, l'éthique, est indispensable parce qu'en réalité, l'éthique, comme on le dit, c'est l'art de se poser les questions avant qu'il ne soit trop tard. La discipline, c'est une déontologie, une éthique qui a échoué.
L'éthique permet de se poser les questions en amont, elle permet de faire de la prévention, elle permet au quotidien pour chaque magistrat d'avoir un comportement exemplaire parce que le magistrat n'est pas un citoyen totalement comme les autres. Cette nécessité de la prévention, elle est essentielle pour la confiance du justiciable parce que toutes les procédures disciplinaires, aussi garantes des principes du procès équitable puissent-elles être, sont insuffisantes à rassurer le justiciable qui doit non seulement voir une justice rendue conformément aux principes du procès équitable, mais il faut également qu'il ait le sentiment qu'il y a une apparence de respect de toutes les garanties fondamentales. Question de temps, la nécessité d'une prévention. Question de temps également, la nécessité d'une adaptation. Si la loi est insuffisante en matière d'éthique, c'est tout simplement parce qu'elle ne peut pas rattraper les évolutions de la société civile. Et on en veut pour preuve le développement des réseaux sociaux. Il y a eu, il y a quelques mois, un colloque à Dakar sur le sujet, sur l'éthique des magistrats face aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de prouver, d'établir un comportement non éthique des magistrats. Et les réseaux sociaux et la relation du magistrat avec les réseaux sociaux doit être adaptée. Les principes universels de Bangalore suffisent, mais ils doivent être réanimés et réadaptés, ce qui justifie que la loi est totalement impuissante à instaurer cette éthique professionnelle. La deuxième question est une question d'intensité. Une question d'intensité parce que la loi pose des préceptes, la loi pose un guide. Mais comme on le dit du juge qui est le législateur des cas particuliers, les CSM sont les législateurs des cas particuliers en matière d'éthique, car ils doivent vérifier au-delà des règles statutaires des magistrats, au-delà de ce qu'impose la loi, si, dans un cas particulier, le comportement du magistrat a été complètement éthique. Cela signifie quoi? Je ne prendrai qu'un exemple. Ça signifie que si un avocat peut devenir magistrat sans être magistrat dans la juridiction où il exerçait pendant 5 ans selon la loi française, le Conseil supérieur de la magistrature vérifiera au-delà des 5 ans s'il est bien opportun de le nommer dans cette juridiction. Donc, l'éthique, c'est un petit supplément d'âme, c'est d'aller au-delà des exigences légales. Et ces exigences, justement, quelles sont-elles? Les exigences de l'éthique. L'éthique oblige à une pédagogie et elle oblige à un dialogue. Elle oblige d'abord à une pédagogie parce que les magistrats doivent être formés à l'éthique. Et je rappelle notamment que le Sénégal a fait le choix d'un manuel des obligations déontologiques pour rappeler qu'il s'agit de la formation non seulement initiale mais également continue des magistrats qui doivent être formés dès le berceau, si j'ose dire, à ce qu'est l'éthique professionnelle pour développer un véritable réflexe éthique de chaque magistrat dans son comportement au quotidien, dans sa vie professionnelle comme personnelle. Cette pédagogie doit innerver tout le corps de la magistrature et c'est la raison pour laquelle en ce moment en France, nous revoyons notre recueil des obligations déontologiques avec des fiches pratiques pour permettre aux magistrats de trouver des guides sur son comportement éthique dans sa vie privée, dans ses engagements professionnels, éthiques, associatifs, dans ses règles de management des juridictions. Pédagogie, mais également dialogue. L'éthique suppose un dialogue, une contradiction, un échange pour trouver le juste positionnement. C'est encore là la loi qui est insuffisante à embrasser tous les cas particuliers. Et ce dialogue doit être permanent. Les textes peuvent instaurer des moments de dialogue particuliers. En France, depuis 2016, il y a un entretien déontologique qui doit être passé par chaque magistrat qui intègre une juridiction. C'est l'occasion de poser les questions, c'est l'occasion de se poser des questions et de réfléchir à son comportement au quotidien. Ce dialogue est essentiel et c'est la raison pour laquelle aussi, puisqu'il faut être innovant, comme l'a suggéré le roi du Maroc, eh bien puisqu'il faut être innovant, nous avons, nous en France, repris une disposition qui existait déjà au Québec. Nous avons mis en place un SAVD, un service d'aide et de veille déontologique qui permet par un simple coup de fil, de manière totalement anonyme et confidentielle, à tout magistrat qui se poserait une question éthique, de pouvoir téléphoner et avoir une assistance avec un ancien membre, 2 anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature qui peuvent échanger avec lui pour trouver le juste positionnement.
Il n'y a pas ici de question de noir ou blanc, il est question de contextualisation dans une situation donnée. Vous le comprenez, en réalité, nous allons vers ce qui est une véritable exigence éthique, une démarche éthique qui ne doit pas simplement être un label qu'on agite pour donner un symbole. Il y a ici une exigence. Et cette exigence, je trouve qu'elle est parfaitement résumée dans un proverbe, je crois marocain, mais vous me le confirmerez, qui nous dit que le goudron amer de la dignité vaut mieux que le miel de la tranquillité. Je vous remercie.